Durant des années, le docteur Pralinus travailla à concrétiser son grand projet, le pralinol, un carburant révolutionnaire fonctionnant grâce à la QQ-énergie libérée lors de la dissection de niaiserie. Plus la niaiserie se paie la tête de son public en remplaçant la qualité par des paillettes et des trucs mignons, et plus la QQ-énergie est puissante et le pralinol abondant. Le docteur mit donc au point un vaisseau fonctionnant à l'aide de cette QQ-énergie, le vaginarium. Mais hélas, sa sœur, la terrible Mérule, avec laquelle le docteur avait jusque-là travaillé main dans la main, décida de s'accaparer le mérite de cette invention et voulut dérober son vaisseau à sa sœur. Fort heureusement, le docteur réussit à s'échapper dans l'espace à bord du vaginarium et accompagné de ses fidèles assistantes. Mais la Mérule ne se laissa pas abattre et convainquit les forces de l'ordre de la culpabilité de sa sœur qu'elle poursuit dorénavant à travers l'univers. Pralinus parviendra-t-elle à lui échapper cette fois encore ? Jean-Roger ne supporte plus la musique de Marie-Stéphanie et va en faire part à Jean-Kévin. Jean-Kévin, je supporte plus la musique de Marie-Stéphanie. Mérule, oh grande Mérule, répondez. Oh, je vais quand même pas la laisser dans cet état. Allez, je débranche. Ah bah c'est quand même mieux comme... Oh oh. Pardon Mérule, mais votre sœur a réussi à s'échapper et... Tu as bien fait. La télé me rend violente, comme tu vois. À cause de cette fichue émission télé-réalité hypnotique, nous avons perdu du temps. Pralinus doit être loin maintenant. Elle a dû produire une quantité phénoménale de pralinol pour avoir une telle accélération. Comment faire pour la rattraper ? Je sais. Quoi ? C'est quoi ton idée ? La tienne est sûrement mieux, oh grande Mérule. Kilo en trop, je préfère que tu te comportes comme un vrai chat et que tu lèches ton propre derrière au lieu du mien. Compris ? Ah, désolé, je pensais qu'on pourrait produire nous-mêmes des pralinols. Après tout, vous avez travaillé de concert, ta sœur et toi, pour inventer ce carburant. Tu dois savoir en faire. Et avec ça, on pourrait aller plus vite et rattraper le vaginarium. Tiens, j'ai eu exactement la même idée. Suis-moi. Bah, où on va ? À mon téléporteur. Tu as un téléporteur ? Pourquoi tu ne le laisses pas pour infiltrer le vaginarium alors ? Parce qu'il faudrait qu'un autre téléporteur soit dans le vaginarium. Ça ne marche pas comme dans Star Trek, banane. Et comment se fait-il que tu n'aies pas fait fortune avec le téléporteur ? Je veux dire, ça doit plus intéresser les gens que le pralinol, une telle invention. On m'a forcé à restreindre son usage à un cercle très privé. On m'a dit que si je commercialisais ce truc, cela provoquerait la ruine de l'industrie des transports et subséquemment des employés et de leurs familles, et par là même de leurs chatons. Ils m'ont eu en parlant des chatons. Je ne peux pas faire de mal à un chaton. Oh, bah tu m'as pourtant bien amoché tout à l'heure. Ah, tu n'es pas un chaton. Tu es une chatte démoniaque et tu as plus de 47 ans, t'es rien. Ah, c'est pas faux. Où on est ? Dans la chambre où nous avons commencé nos recherches sur le pralinol, avec Pralinus, et où nous avons amassé un certain nombre de documents concernant un parangon de QQ énergie. À quel parangon ? Oh, waouh ! Ah, et oui, kilo en trop. Aujourd'hui, nous allons disséquer Barbie. Enfin, pas tout Barbie. Ça risquerait de produire une surdose de QQ énergie qui ferait exploser la maison. Ah ! C'est ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a essayé avec Pralinus. Papa et maman nous en veulent toujours un peu, je crois. Ils tenaient beaucoup à leur rideau au crochet. Mérule, c'est pas le moment de dégraisser. Tu as raison. Bref, on ne traite pas tout Barbie, et donc on oublie la web-série bizarre mais étrangement drôle de par son côté superficiel assumé, Life in a Dream House. Bien, moi je les trouve fantastiques. Barbie, faut que tu descendes vite. Les chiots de ta fille arrivent. Ah, il nous faut un vétérinaire. Tu es vétérinaire, non? Exact. Je vais avoir besoin de ma trousse. Voyons voir. Astronaute, gymnaste, journaliste... Barbie, dépêche-toi. Chef, plongeuse, ballerine... Voilà, vétérinaire.
Une livraison pour le 1959 avenue de Malibu. Quoi? Moi, une vente en ligne, je ne raterai ça pour rien au monde. Oh, mais qu'il est mignon. Qu'il est joli. Les prix étaient incroyables. Salut les filles! Et on oublie aussi les films avec les ersatz de ces monstruosités lipues de Bratz, les mycines. Oh mon Dieu, je ne cautionne pas ça. Et je suppose qu'on oublie aussi les deux films destinés à la télévision américaine dans les années 80. Barbie and the Rockers et Barbie and the Sensation. Exact. On oublie. C'était une tentative pathétique de détrôner Jem et les hologrammes. Et une simili Barbie a vite remplacé l'original. Maxis World, une série sponsorisée par le rival de Mattel d'ailleurs, Hasbro. Oh, ils ont quand même de musique sympa dans Barbie and the Rockers. Oui, ce sont des reprises de Cat Stevens, des Beatles, des Lovin' Spoonful et de Bobby Freeman. Ce qui explique qu'ils ne ressortent pas ces films en DVD pour gratter du pognon. Ils auraient des droits d'auteur à payer, les pauvres choux. C'est moi ou Ken a l'air plus intéressé par Ken numéro 2 que par Barbie dans cette séquence? Yaoi! Ah non, tu ne vas pas jouer la fangirl. Si je t'ai engagé comme sidekick, c'est pas pour que tu prennes ton pied en matant des minets. Sidekick? Mais tu m'as dit qu'on était partenaires. C'est ce que Timon disait à Pumba. Oh, ne boude pas! Et regarde plutôt ce magnifique prototype de réservoir à pralinol que Pralinus et moi, nous avions conçu quand nous avions 8 ans. Il se remplira de pralinol au fil de notre dissection. Ah! Passons donc au vif du sujet, la grande et juteuse franchise des films Barbie. Depuis 2001, Mattel Entertainment a sorti 27 films Barbie en tout. 27 longs métrages au rythme d'abord d'un par an puis de 3 par an à partir de 2005. Les films sortent directement en DVD, même si certains ont les honneurs d'une sortie en salle limitée. Chaque fois évidemment, le dit film s'accompagne d'une ligne de jouets. C'est un peu pour ça qu'il existe. On peut diviser les films en deux périodes, de 2001 à 2010 et de 2010 à aujourd'hui. La première période était concentrée sur les princesses et les contes de fées. La seconde se tourne plutôt vers la mode et situe Barbie dans un univers plus moderne. Mais dans les deux, on a de toute façon son content de princesses, de roses, de paillettes et de niaiseries. Ce qui explique le revirement de la firme et sans doute le retour de Disney sur le marché du conte de fées avec le film Réponse en 2009. Jusque-là, le département d'animation Disney travaillait sur des univers plus modernes, ce qui n'eut pas le succès escompté, puisque DreamWorks, ses blagues de paix et ses anti-héros, a régné durant ces années-là aux côtés des studios Pixar qui ne se sont, eux, lancés dans le conte de fées que très récemment avec Rebelle. Donc, dans les années 2000, côté contes de fées et paillettes, on manquait un peu d'alternatives à Barbie. À part ça, il y avait que les suites Disney qui sortaient directement en vidéo, ça veut tout dire. C'était pas glorieux. Et donc ceci explique peut-être le succès et la pérennité de la franchise de films Barbie. Pas uniquement Kilo en trop, pas uniquement. Bah comment ça? Disons que la plupart des films Barbie sont des divertissements honnêtes, voire même bons pour certains. Vraiment? Dans l'ensemble, c'est techniquement plutôt moche pourtant. Il y a quand même eu du progrès depuis 2001. Et puis quand les films Barbie ont débuté, Pixar lui-même n'était pas complètement au point pour animer les humains. Oui, mais c'est quand même moins monstrueux que ça. Et même aujourd'hui, si les décors ont gagné en texture, Barbie est toujours en plastique, et aussi peu expressive que si elle sortait d'un triple lifting. Ah, bah, c'est plus pratique d'avoir des personnages qui ont déjà l'air en plastique pour le merchandising de poupées. Disney l'a bien compris. Ma peau est en plastique, en caoutchouc tout mou, tout mou, tout mou, tout mou. Sinon, oui, l'animation n'est pas grandiose. Les personnages, à part les méchants et les vieux, sont tous des clones présentant le physique barbiesque comme une norme inévitable, et ils bougent comme des pantins désarticulés, etc., etc. Mais pour rattraper ça, on peut noter un grand soin apporté à la musique et au doublage qui est plutôt réussi.
En VF, à noter que la seconde voix de Barbie, celle de Noémie Orphelin, Et je suis impatiente de trouver mon cheval. est beaucoup moins niaise et rend le personnage beaucoup moins antipathique que la première voix, Michel Lituac, que j'apprécie beaucoup par ailleurs dans Friends par exemple. Tu aurais dû voir ça. Tous ces gens, le château, la nourriture. Mais le plus intéressant, c'est que j'ai rencontré quelqu'un. Et surtout, les films Barbie sont souvent, eh oui, assez bien écrits, sans trop d'incohérences, et les personnages sont constants, à défaut d'être toujours très crédibles. Oui, c'est niais, et ça ne pose pas de grandes questions philosophiques. Mais au moins, ça tient debout, ce qui, entre nous, n'est pas le cas de toute la filmographie de Christopher Nolan. Et la majorité des scénaristes sont des femmes au passage, ce qui est cool. Même si c'est triste qu'une des seules franchises où la majorité des scénaristes sont des femmes soit la franchise girly par excellence. Bon, nous nous sommes assez apitoyés sur notre sort. Maintenant, nous allons disséquer en détail tous les films Barbie. Allez, hop, et que ça saute. Oh non. Aussi. Alors, les films Barbie de 2001 à 2010 se divisent en deux blocs, ceux avec des princesses et ceux avec des fées. Et oui, Barbie a exercé des centaines de professions, mais dans la majorité des films, elle est princesse. Il n'y a que 3 exceptions à la règle. Commençons par la série des princesses. Les musiques sont en général composées par Arnie Ross, compositeur célèbre aux États-Unis pour diriger des concerts Final Fantasy, et qui là compose des morceaux pour grands orchestres très réussis. Ou alors, on pique au répertoire classique. Tchaïkovski, Grieg, Beethoven... Bref, c'est agréable, mais dans le cas des comédies... Donc, premier film de princesse et premier film Barbie. Barbie casse-noise. Oh, un peu de sérieux. C'est quoi le souci avec Barbie casse-noise? Donc le premier film... Comment il s'appelle déjà? La Barbie casse-noise. Le scénario du premier film s'inspire de Casse-Noisette et le Roi Souris, histoire écrite par l'auteur romantique allemand Ernst Theodor Amadeus Hoffmann au XIXe siècle. La musique est tirée du ballet de Tchaïkovski et les scènes de danse sont faites à partir de motion capture des danseurs du New York City Ballet. Bref, ça a très mal vieilli, mais il y a du boulot, et la plupart des films qui suivent sont constants dans cette qualité. Barbie n'est pas non plus réellement l'héroïne de l'histoire, contrairement à ce que la morale de fin veut prouver. Alors, si Clara n'avait pas fait ce rêve, elle n'aurait jamais su qu'elle était une princesse? Exactement. Et laisse-moi deviner, cette morale n'a aucun sens, mais elle contient les mots rêve Rêve? et princesse. Princesse? Et donc on a son quota paillettes. Exactement. Barbie est plus un personnage secondaire, un adjuvant qu'une héroïne. Elle n'évolue pas. C'est un des problèmes récurrents de la franchise dans son ensemble, non? Barbie, en tant que personnage, est souvent trop parfaite pour être intéressante. Il y a des exceptions, mais Barbie est souvent assez passive. Dans notre deuxième film, Barbie Princesse Réponse, sorti en 2002, l'héroïne est parfaite. Il lui arrive des embrouilles, ses amis supposément mignons mais flippants l'aident, elle gagne. Hurrah! Ce qui se rapproche le plus d'un protagoniste dans ce film, c'est la dragonne qui prouve sa valeur à son père. Barbie, elle est là. Et elle tient même à préciser quand elle peint une superbe peinture sur un mur qu'elle reviendra arranger ça plus tard. Je reviendrai mettre un peu d'ordre plus tard. Vous sentez la demande du commerce, là, hein? Barbie a une image de marque, on doit pas la faire passer pour une délinquante qui fait du street art. À noter que, si les films de princesse Barbie ont toujours en commun avec les anciens Disney les histoires d'amour qui démarrent au premier regard sans qu'on se connaisse vraiment, l'amour n'est généralement pas au centre de l'intrigue, et l'amitié, notamment féminine, est très valorisée. Avec ce que ça implique de gloussement. Donc, ensuite, on a Barbie Lac des Cygnes, qui est peu ou prou la même chose que Casse-Noise, mais avec un peu plus de rythme.
Puis Barbie, cœur de princesse, c'est une adaptation du roman de Mark Twain, Le prince et le pauvre. Mais là, on a inversion des genres, avec une princesse et une pauvresse. C'est un peu une spécialité Barbie d'ailleurs, puisqu'elle va aussi prendre le costume viril des mousquetaires d'Alexandre Dumas et du Scrooge de Dickens dans Barbie et la magie de Noël. Ces deux films contiennent leur lot de kitsch, bien sûr, mais au moins Barbie change un peu de rôle. Dans Barbie et les trois mousquetaires, elle est mousquetaire, donc militaire, en dépit du fait qu'on lui refuse d'abord d'exercer cette profession parce qu'elle est une femme. Il faut être un homme pour devenir mousquetaire. De mon temps, les femmes ne pouvaient pas devenir mousquetaires. Et rien n'a changé depuis. À vous de prouver le contraire. Ouais, Barbie féministe. Et dans Barbie et la magie de Noël, elle est un Scrooge féminin. Et donc, une méchante. Ce qui est dommageable néanmoins, c'est que chaque renversement des rôles signifie quelques changements qui donc féminiseraient les personnages. Dans Barbie et les trois mousquetaires, les équivalents d'Athos, Porthos et Aramis sont une couturière, une danseuse et une violoniste. Et Scrooge est une cantatrice. On lit toujours les femmes à la sphère des arts et spectacles, de l'esthétique. Pourtant, une Barbie Scrooge prêteur sur gage ou trader aurait été beaucoup plus originale qu'une chanteuse. Et soulignons aussi que, même quand Barbie se masculinise en mousquetaire avec son petit pantalon moulant, la poupée liée au film est en robe de bal et mini-jupe. Princess and Musketeer. Their princess gowns sparkle. Transform to princess heroes. Princess and Musketeer. Super. Notez aussi le clonage de Barbie. 2 fois plus de poupées, 2 fois plus de fric. On retrouve ce clonage dans Barbie, princesse de l'île merveilleuse, ou Barbie, l'aventurière de la jungle façon Katy Perry dans son clip Roar. Se chie dessus quand on lui balance des terribles gâteaux à la figure. Terrifiant clonage aussi dans Barbie et le palais de diamants, Barbie et le cheval magique, et surtout, apogée du multiclonage dans Barbie au bal des 12 princesses, adapté du conte de Grimm où Barbie est purement et simplement présente en 12 exemplaires. C'est l'invasion. D'autant plus que ces bêtes sauvages de Barbie sont toutes avides de chaussures. Le cordonnier de la cour est arrivé. Il est là. On y va. Attendez, non. Ce sont juste des chaussures. Juste des chaussures. Ah, les chaussures, le Graal de la femme moderne. Oh my god. On en a fini avec les princesses, dit aux grandes mérules. Exactement, passons aux fées. Dans Barbie à Lilliputian, qui est supposée s'inspirer de Pousselina, Poussette ou Doucette, le conte d'Andersen, on reprend bêtement le concept où les méchants industriels vont polluer la belle nature avec des fleurs à paillettes. Ouais, Barbie écolo. N'empêche que les autres films appartenant à la série Fairytopia se rapprochent pas mal d'un univers étendu de fantaisie virile. On a des noms très impressionnants, comme le gouffre du désespoir. Personne ne va dans le gouffre du désespoir. Personne. Ou le chemin de la confusion. Tu nous as emmenés dans le chemin de la confusion. Il y a des monstres à affronter, un monde à sauver. Il faut faire ses preuves, consentir à des sacrifices, sauver le prince et non la princesse. Bref, c'est de la fantaisie épique, avec des paillettes. Oui, et niveau paillettes, ils y vont pas de main morte, hein. On a sans doute là les créatures les plus involontairement flippantes de toute la série. Heureusement, la bande-son d'Eric Colvin avec certains thèmes assez grandioses rattrape le coup. À noter que dans les films Fairytopia, on a Mariposa, une des rares Barbie caractérisées par son courage, sa curiosité et son intelligence. C'est une lectrice avide, une bibliothécaire. Enfin, un vrai métier, de la vraie vie. Et dans la suite, elle devient aussi ambassadrice. Ça change un peu des princesses. Et on va parler de la deuxième génération de films Barbie maintenant avec cette transition subtile. Non, Kilo, il reste une certaine abomination. Le journal de Barbie. Oh non, je l'avais presque oublié celui-là. Le film pourrait se résumer comme ça. Barbie l'affirme comme le personnage tente désespérément d'être cool. L'histoire, c'est la même que celle de Mean Girls ou Lolita malgré moi. Rien de neuf, c'est nul, paresseux et très très moche. La motion capture mal maîtrisée crée des monstres.
Barbie résume ceci dit très bien son problème en tant que personnage. C'est la seule partie appréciable de ce film. Je suis la personne la plus ennuyeuse qui existe au monde. Bon, exactement. Mais bon, passons pour de vrai à la deuxième génération de films Barbie, de 2010 à aujourd'hui. Parmi eux se trouve à la fois le pire et le meilleur de la franchise. Techniquement déjà, si les films du début de ces années-là sont toujours moches, avec notamment un Paris aux immeubles haussmanniens jaune banane, à partir de 2013, c'est beaucoup mieux. Dans Barbie et ses sœurs au Club Hippique, il y a notamment une très jolie séquence en animation traditionnelle. Dans Barbie rêve de danseuse étoile, les chorégraphies sont bien plus immersives, les textures des décors bien plus belles. C'est pas Pixar bien entendu, mais il y a un progrès indéniable. Je me demande d'ailleurs ce qui a motivé ce progrès, car depuis 2001, ce sont les mêmes personnes qui sont aux commandes des films Barbie. Ah là là, 10 ans à bosser sur Barbie. C'est pas peu ou prou ce que vous avez fait, ta sœur et toi? Oh, j'ai rien dit. Pour la musique, plus d'Arnie Ross aux commandes. Et on remplace l'orchestre par d'atroces chansons en autotune. Yerk. Les yeux rivés sur mes pensées, c'est comme un rêve qui s'exauce. Le bonheur ne tient pas à grand-chose. Enfin, si les anciens films Barbie étaient bien entendu très féminins, même si certains autorisaient l'héroïne à sortir un peu pour vivre une aventure, sauce girly bien sûr, on assiste avec la nouvelle génération de films Barbie à un éloge décomplexé de la frivolité. La magie ne sert plus à vaincre des ennemis mais à se coiffer et s'habiller. Robe de soirée numéro 9. C'est comme ça que tu changes aussi vite de costume. Un micro magique. J'ai quelque chose du même genre. Coiffure de Keira numéro 5. Une brosse à cheveux magique. On fait du placement de produits même sous l'océan. Les fées sont des stylistes. Nous sommes des stylistes. Nous avons du style. Je suis la fée des chaussures, Carrie la fée des sacs à main. Et les séquences de relooking à l'infini font de Barbie la Cendrillon moderne par excellence. J'ai pas l'air un peu bizarre? Viens par ici. Tiens, mets ça. En fait ça. Tombe-toi. Beaucoup mieux, non? Est-ce que c'est vraiment moi? Cendrillon, tu parles. Barbie n'est jamais vraiment issue du peuple. Quand elle semble n'être qu'une coiffeuse ou une serveuse, elle est en réalité une princesse cachée. Et la deuxième adaptation du roman, Le prince et le pauvre, Barbie, la princesse et la pop star, fait de la pauvresse une chanteuse à succès, membre de notre nouvelle aristocratie, les people. C'est à se demander ce qu'elles s'envient l'une à l'autre, ces deux filles d'ailleurs. Oh, comme je suis malheureuse d'être riche et célèbre. Bah, vu la description qu'on fait d'une princesse façon femme parfaite des années 50 au début de Barbie apprentie princesse, c'est pas très enviable non plus. On voit bien que c'est une princesse. Ça se voit son sourire et au choix de sa coiffure. Elle ne manque pas d'ardeur. Le travail ne lui fait pas peur. Oh, tu peux pas nier le mépris de classe dans Barbie. Quand les pauvres ne sont pas des petites filles qui rêvent d'être princesses et à qui on offre un concert gratuit avec condescendance, ce sont d'atroces ploucs qui rendent à Ken la vie impossible. Excusez-moi, mais votre cochon mâchonne ma veste. Le nylon, c'est un peu comme du chewing-gum pour elle. Au moins, Barbie gagne un peu en caractère. Ce qui rend les quelques réussites de cette génération de films Barbie beaucoup plus attrayants que les films précédents. Mais ce caractère va de pair avec un consumérisme débridé et assumé, et une fascination encouragée pour la jet set et l'argent. Les gentils sont souvent riches et beaux, et les élites ne sont jamais remises en question. Ce sont toujours des personnages positifs. Même quand Barbie souffre de la pauvreté en apparence, elle finit par aisément rejoindre l'élite. Les méchants, eux, sont immuablement des usurpateurs, des êtres qui n'ont pas la royauté dans le sang, comme Barbie. Enfin, on critique, mais j'ai dit qu'il y avait du bon dans les films Barbie, et il y a même du très bon. Dans les deux films mettant en scène Barbie et ses sœurs, Barbie un merveilleux Noël et Barbie et ses sœurs au club hippique, si les intrigues sont très moyennes et même carrément stupides, les personnages bien campés rattrapent le tout. Les sœurs ont des problèmes crédibles et beaucoup de détails dans leurs relations sonnent très vrais. Le résultat est fortement idéalisé mais vraiment tout. Le meilleur film Barbie à mon sens a un final très kitsch mais une morale surprenante, valorisant l'audace au détriment des règles établies. Barbie, rêve de danseuse étoile, rend un fantastique hommage au ballet
en entremêlant les intrigues de Gisèle, le lac des cygnes et la Reine des Neiges. La musique est belle, notamment dans le climax du film, où on a un réarrangement du mouvement allegretto de la 7e symphonie de Beethoven. Arrête! Il n'y a qu'une seule façon! Non! Il n'y a qu'une seule façon de raconter l'histoire, une seule! Les personnages sont bien campés et l'intrigue, si elle n'est pas révolutionnaire, s'avère très drôle et bien construite. On a un film intelligent, rose et pailleté mais intelligent. Au final, la filmographie Barbie, parangon du féminin, est à l'image de la culture féminine. On a du bon, du très mauvais, mais on est surtout atrocement limité dans les thématiques. Passé les fées, les princesses, les stylistes, les chanteuses et les danseuses, que reste-t-il en effet à la pauvre Barbie ? Pas grand-chose. Et elle tourne très vite en rond. Ça, c'est bien entendu à cause de... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, kilo en trop ? Grande Mérule, ne sens-tu pas cette inquiétante odeur de guimauve à la fraise ? Maintenant que tu le dis. Mais c'est l'odeur caractéristique d'une overdose de QQ énergie. Où en est le réservoir ? Mérule, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe ? Je crois qu'on a fait une overdose de QQ énergie et le réservoir a explosé, et puis la chambre aussi, et puis je me suis évanouie et quand je me suis réveillée, ce type était apparu. Oh non, c'est un reverse trope. Un quoi ? Dans le vaginarium du docteur sont analysées toutes les niaiseries. Mais le docteur fait vite une overdose Et vomit des Barbie. Tout explose En rose et mauve. Guimauve. Pauvre docteur.